Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? Il fallait arrêter parce que l'important, c'est ce que va nous dire son Excellence. Hein, donc, sinon, on peut applaudir jusqu'à midi et puis voilà. Alors, très rapidement, parce que je ne veux pas prendre du temps sur ce que va nous dire son Excellence le docteur Denis Mukwege, pour dire, et c'est vrai que mon émotion est totale. J'ai eu deux émotions en tant que président de cette université, parce que j'ai été président il y a 30 ans. J'en étais le plus jeune, je le répète souvent. Et je suis président depuis 3 ans, après un passage à l'UNESCO, et j'en suis le plus vieux aujourd'hui. Vous voyez, la boucle est bouclée. Voilà. Et je suis vraiment très, très ému, et je le dis parce qu'il faut le dire, quand l'émotion est là et qu'on est au bord des larmes. Et la première émotion que j'ai eue, c'était lorsque nous avions fait, docteur honoris causa de l'université, le président Mandela. Ça a été un moment inoubliable pour l'université. Et là, nous avons la chance d'accueillir une personnalité éminente qui se bat, comme vous le savez, pour les droits de l'homme, les droits de la femme, le droit des minorités, et qui a accompli un parcours à nul autre pareil. Alors, tous les matins, quand je rentre dans mon bureau, si vous avez le temps, vous verrez, vous comprendrez le sens de mon propos, j'ouvre la fenêtre et j'ai en face de moi le Panthéon. Et en face de moi, le Panthéon, avec une devise que vous connaissez, Excellence, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Bon, déjà, ça me ramène à la modestie de ma condition, et je sais que je n'y serai jamais, mais je ne suis pas pressé de ne pas y être, et voire même d'y être. Mais en ce qui vous concerne, je dirais cette formule, qui vous va si bien, ainsi qu'au président Mandela, aux grands hommes, aux grands humains, hein, hommes au sens générique, l'humanité reconnaissante. L'humanité reconnaissante, vous dépassez et vous transcendez toutes les nations, toutes les patries par votre dévouement à ces causes essentielles qui redonnent un peu d'âme à notre humanité, une humanité qui, croyait-on, avait dépassé les grandes catastrophes du XXe siècle, et on s'aperçoit que tout est à recommencer. C'est le mythe de Sisyphe, permanent. Hein, et quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise ou qu'on développe, eh bien, c'est un recommencement permanent. La paix, la dignité, le respect de l'autre, c'est un apprentissage tout au long de la vie et tout au long de l'existence humaine. Et donc, vous êtes un exemple
lumineux hein, de cette, excusez l'émotion, de cette mission qui est celle que disait un grand mathématicien, je me répète encore, servir l'honneur de l'esprit humain. Et vous êtes un grand serviteur de l'esprit humain, et c'est à travers cette formule que j'ai le bonheur et l'honneur de vous accueillir. Et regardez cet amphi Richelieu qui est comble, je ne l'ai jamais vu aussi plein, surtout en comparaison de mes conférences mathématiques où il y avait 2 ou 3 personnes. Parce que je suis mathématicien, Excellence. Eh oui, il en faut. Il en faut. Et en général, dans l'amphi Richelieu, on me disait, mais vous êtes sûr, vous voulez l'amphi Richelieu 4 ou 5 étudiants pour écouter un cours de mathématiques. Non, ne rigolez pas, ne rigolez pas. C'est le grand chagrin de ma vie. Et un jour, je vous parlerai de ce que Picasso me disait, un grand monsieur aussi, mais pas au même niveau que vous, au sens de l'humanisme. C'est un grand artiste, mais en tant qu'être humain, c'était une autre affaire. Et donc, j'ai eu la chance de le connaître, et il me disait, les mathématiques, bon, bah, c'est très bien, mais qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas pouvoir te marier avec les mathématiques? Voilà, donc je lui ai prouvé qu'on pouvait le faire, et j'ai eu la chance de le connaître à 18 ans. Mais je ne vais pas parler de mon existence. Vous êtes ici à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, héritière de la Sorbonne. Le vice-chancelier est présent. Nous avons d'éminents, tous les vice-présidents de l'université sont là. Le directeur général du Crous, Denis Lambert, est là. Madame Le Mardelet, bien sûr. Et puis, une idole vivante, Liliane Thuram, qui a marqué les 2 buts contre la Croatie en demi-finale, alors que la France allait perdre. Et là, on peut l'applaudir. Et comme vous le savez, Liliane Thuram utilise ce prestige qui est le sien pour défendre des causes essentielles. Et je pense qu'il vous en parlera quand vous pourrez le rencontrer en tête-à-tête. Et je tiens à lui rendre hommage. Voilà un sportif engagé pour les droits de l'homme, pour les droits humains. Et je tiens à lui rendre hommage parce que le sport aussi, c'est un moyen de motiver les jeunes et les moins jeunes pour aller vers un humanisme affirmé. Nous avons le ministre Gali qui est là, qui est un grand ministre du Togo, qui a été ministre de la Justice et qui est aussi un grand acteur pour les droits de l'homme. Son fils est mon neveu, donc il m'appelle tonton. Et Adélaïde Kikonda, qui est mon assistante chérie, là, qui est ici et qui a été un maître d'œuvre pour cette cérémonie, me dit c'est normal en Afrique, tonton, c'est une marque d'affection. Et j'aimerais que tous les jeunes Africains, je rêve, m'appellent tonton. Et j'en serai ravi. Bon. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Mais je suis sérieux. Donc, je voudrais dire à quel point nous sommes reconnaissants au Master 2 et à son professeur, Madame Lagrange, Evelyne Lagrange, c'est ça ? Master 2 de droit international et organisation internationale que vous dirigez avec talent. Non, c'est une vérité. Je ne dis que des vérités, même un peu enrobées, mais quand même. Et puis je suis un Africain moi aussi, donc j'ai besoin de parler. Je viens de Tunisie. Voilà. Oui, qui m'appelle? Ah non, je vois, bon. Et où elle a fait travailler ses étudiants dans la perspective de cette réunion, et je tiens à remercier les étudiants du Master 2 dirigé par le professeur Lagrange. Merci, merci pour votre engagement. De même, je souhaite remercier les étudiants du Master 2 droit africain, dirigé par le professeur Matringe, qui est ici. Voilà. Et je dois dire qu'il est important de souligner tout cela parce que les propositions que vous portez, Excellence, sont au cœur même de ce que les juristes portent, et en particulier votre master, professeur Matringe et professeur Lagrange. Je salue aussi François-Guy Trébul. Où est-il le doyen? C'est lui le père des juristes, doyen de l'école de droit de la Sorbonne, qui est aussi un grand défenseur des droits de l'homme et un acteur essentiel
dans notre université. Et donc, que devais-je dire? Alors, il faut remercier aussi, et je tiens à le dire, les professeurs qui viennent d'être précités, Monsieur Armel Kani-Inda Niyouni, j'espère ne pas avoir... Il est là? Niyouni, peut-être. Voilà. Étudiant du M2 droit international, qui est à l'origine de votre intervention. C'est lui qui nous a motivés. Le docteur Martin Moulumba, qui est ici, éminent docteur de Paris 1, mention très honorable, prix de thèse, etc. L'honneur de Paris 1. C'est l'honneur de Paris 1 d'avoir ces jeunes docteurs. Et l'honneur de votre pays. Le pays qui montre que la démocratie n'est pas une illusion en Afrique. Et ça sera le thème d'une grande cérémonie qu'on est en train de concocter, Martin et moi-même, pour montrer que la démocratie n'est pas une illusion en Afrique. Et votre président Tshisekedi le montre, et mémoire et honneur à son papa, qui s'est battu pour les droits de l'homme. J'espère que je ne choque personne en disant cela, mais ce sont de grands combattants pour la dignité humaine. Et donc là aussi, nous préparons quelque chose pour l'Afrique. Et je tiens à vous dire que c'est l'année de l'Afrique à Paris. Et vous en êtes le symbole de cette année de l'Afrique qui nous porte. Et moi, l'Africain, je le dis, sans l'Afrique, il n'y a pas d'Europe. Sans l'Afrique, il n'y a pas de Sorbonne. Voilà ce que je voulais dire. Je vais remercier ma chère Adélaïde Kikonda, qui a amené le soleil à la présidence de l'université. Elle est là depuis moins d'1 an. Mais elle est de Brazzaville. Ça ne vous choque pas? Elle est congolaise. Mais elle m'a dit qu'elle n'est jamais allée à Kinshasa. Parce qu'il n'y a pas de pont. Et elle m'a parlé des sirènes du fleuve Congo. Elle m'a parlé de, je ne sais pas quoi, des choses qui m'ont fait peur. Et donc, je n'irai pas me baigner dans le fleuve Congo. Merci Adélaïde. Voilà ce que je voulais dire. Je remercie aussi toute l'équipe de la communication de Paris 1, son directeur Franck Paquier, où est-il, qui a été aussi un maître d'œuvre. Voilà, il arrive, il a entendu son nom, il arrive, voilà, Franck Paquier et toute son équipe, Aurélia Genquin, qui a joué un rôle fondamental, Lillois Philippe, Marine Garcia, Pascal Lévy, le photographe, Gwenaël Cuny. Bon voilà, toute une équipe de la Sorbonne. Alors, je ne vais pas parler de votre parcours. Vous avez eu le prix Nobel, le prix Zakharov, et vous êtes docteur honoris causa de l'Université d'Angers. Et son président m'a demandé de vous transmettre ses amitiés et ses salutations. Il n'a pas pu venir aujourd'hui parce qu'il manifeste avec les Gilets jaunes. Donc, il est très occupé. Non, attendez. Non. Ce n'est pas les gilets jaunes, c'est les robes jaunes. Il est professeur de sciences humaines et ils ont une cérémonie, ils sont aux jaunes. Donc il ne faut pas qu'ils sortent dans la rue parce qu'on peut les confondre avec les autres. Donc voilà, vous allez nous parler de tout ce que vous faites. Maintenant, ils sont impatients de vous écouter. J'ai assez déblatéré, n'est-ce pas Liliane Thuram, hein, donc, ce que je voulais dire aussi, pour terminer, vous êtes dans l'amphi Richelieu, vous avez de prestigieuses statues. Là, je crois que c'est, je ne me rappelle plus si c'est Aristote, Platon ou Socrate. Tu arrives à lire, là? Bon, là, c'est Robert de Sorbon. Et je tiens à vous dire que la Sorbonne, Excellence, pourquoi s'appelle-t-elle la Sorbonne? Ce patrimoine de l'humanité. La Sorbonne n'appartient à personne. Elle est à nous tous et à nous toutes, quoi qu'en disent certains responsables. Et là, je me battrai pour que la Sorbonne reste un patrimoine et je voudrais qu'elle soit même reconnue comme patrimoine de l'UNESCO. Une université séculaire qui a marqué les progrès de la science, de l'enseignement. La Sorbonne est un héritage universel. Et personne ne peut s'attribuer, à titre personnel ou institutionnel, la Sorbonne. Donc elle a été créée à l'initiative de Robert de Sorbon et du roi Louis IX,
que nous connaissons sous le nom de Saint-Louis. En 1257, elle est devenue l'Université de Paris, et notre magazine s'intitule #1257. Donc voilà, c'est un vieux magazine qui remonte à l'époque du Moyen-Âge. Et pourquoi s'appelle-t-elle la Sorbonne? En référence à Robert de Sorbon. Mais, Madame Le Mardelet, vous allez peut-être me contredire, je raconte plein d'histoires. Vrai ou faux, c'est pas grave. Mais ce que je vais vous dire, j'aime ce que je vais vous dire. Paraît-il que Victor Hugo l'a écrit. Donc, Victor Hugo l'a écrit, qui était étudiant à la faculté de droit. Eh bien, lorsqu'ils ont cherché à trouver un nom, un petit nom pour cette université de Paris, avec Sorbon, ils avaient quelques difficultés. Et puis quelqu'un a eu cette idée géniale de faire le lien avec la formule latine Sorbona, qui veut dire bonne chance ou bonne opportunité. Eh bien, vous êtes dans l'université de la bonne chance et qui a la chance de vous accueillir, Excellence. Voilà, la Sorbonne, c'est la bonne chance. Ah, j'ai oublié l'essentiel pour l'instant. Ce n'est qu'un début. Plus tard, on fera autre chose. Eh bien, dans le cadre de cette cérémonie, j'ai l'honneur et le privilège, c'est pas marqué Sorbona ici, donc c'est la plus belle médaille que nous ayons, de vous remettre la médaille de la Sorbonne que vous mettrez dans votre bureau en vous souvenant de ce moment. Les autres qui vont suivre, faites-moi confiance. Je peux vous embrasser, c'est la seule. Merci. Monsieur le Président de l'Université Paris 1, je vous remercie sincèrement de me décerner la médaille de votre prestigieuse université. Et quelle émotion après toute la présentation de l'université et du corps académique que je tiens à remercier également pour toute la préparation qui a été faite pour que nous ayons ce partage ce matin. C'est un grand plaisir et un honneur de m'entretenir avec le monde académique et estudiantin, vous qui avez soif de connaissances et de la vérité, dans un monde d'inversion de valeurs où la manipulation et les dénis s'imposent bien souvent. Le sujet que nous allons partager ce matin dans cet amphithéâtre a retenu toute mon attention car il correspond non seulement à la plus grande aspiration des dizaines de milliers de femmes que nous prenons en charge à l'hôpital de Panzi, mais aussi à une lutte que nous menons avec tous nos compatriotes épris de paix et de justice. Chères étudiantes, chers étudiants, mesdames et messieurs, je vois dans l'amphithéâtre, il y a beaucoup de jeunes. Certains d'entre vous ne doivent pas avoir beaucoup plus qu'une vingtaine d'années. Pensez un instant au contexte dans lequel les Congolaises et les Congolais de votre génération ont grandi. Ils n'ont jamais connu ni paix, ni justice, ni la démocratie. Pour eux, il ne s'agit pas de droits universels, mais d'idéaux à atteindre. La violence, la peur et l'incertitude du lendemain ont caractérisé leur enfance, leur adolescence et malheureusement, aujourd'hui, lorsqu'ils entrent dans l'âge adulte, c'est toujours cette incertitude qui caractérise leur vie. Dans l'Est du Congo, vous trouverez très peu de personnes qui n'ont pas été victimes ou bourreaux, qui n'ont pas été traumatisées par 2 décennies d'un conflit né sur le décombre du génocide rwandais. Lorsque je parle avec les agents de mon bureau et que chacun raconte son histoire, plusieurs n'ont plus de famille, ils sont restés seuls puisque toutes leurs familles ont été massacrées, ou on a même des enfants nés issus du viol. Et en fait, on se pose toujours cette question dans notre environnement, qui n'est pas traumatisé? À une époque, en effet, pas moins de 9 armées issues des pays voisins
ont occupé les territoires de notre pays et il est encore difficile d'estimer, à l'heure où nous parlons, le nombre des milices congolaises et étrangères qui opèrent au Congo dans un climat prévalent d'impunité et de terreur où la loi du plus fort s'impose toujours face à un état de droit quasi inexistant. Lorsque les chercheurs peuvent essayer de comprendre qu'est-ce que c'est l'absence d'un état de droit, je peux vous assurer que si vous allez au Congo, dès que vous traversez la frontière, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe, puisque l'absence de l'état de droit fait qu'on vit, même sur la frontière, des choses qu'on ne voit nulle part ailleurs. C'est dans ce contexte que nous, médecins, devenus acteurs humanitaires par la force des événements, ayant déjà réparé les conséquences de la barbarie humaine sur 2 générations, ne pouvons accepter de voir encore une nouvelle génération sacrifiée sans agir. Et ici, je dois dire que vivre ce que nous vivons, être indifférent, on doit se poser des questions par rapport à soi-même. Ce constat nous a amené donc, moi personnellement, à quitter les blocs opératoires et donc notre blouse de médecin pour chercher à dénoncer les causes de la violence et de l'instabilité. Ainsi, nous nous sommes engagés dans un plaidoyer pour la justice, la démocratie et la paix. Et nous aspirons à transformer ces idéaux en une réalité pour nos enfants, mais également pour nos petits-enfants. Et j'espère que l'auditoire aujourd'hui, vous qui êtes là présents, vous allez nous accompagner dans cette lutte, puisque je crois que l'universalisme des droits de l'homme me tient à cœur. Je viens d'un pays qui est très riche, où en fait on nous parle de la globalisation, mais finalement, je pense que parler de la globalisation économique sans parler de l'universalisme des droits de l'homme, c'est tout simplement dérailler et perdre tout le contrôle. Et je vous ai dit, si vous voulez voir ce que ça signifie, venez en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, la lutte contre l'impunité est non seulement cruciale pour fournir une réparation aux victimes, mais également pour enrayer et prévenir la spirale de la violence, car nous sommes convaincus qu'il n'y aura pas de paix sans justice et sans le retour à l'état de droit. En République démocratique du Congo, pendant 20 ans, on a essayé de cacher la vérité, on a espéré qu'on peut ne pas faire la justice et qu'il y aura la paix, mais aujourd'hui on se rend compte, après 2 décennies, en fait, il y a une transmission de la violence qui s'est faite et cette violence ne fait que s'aggraver chaque année qui passe. Quand nous avions commencé à prendre en charge les victimes de violences sexuelles, on traitait des femmes âgées, des femmes en âge de la procréation. Aujourd'hui, ce que nous observons, c'est que le nombre d'enfants que nous traitons augmente chaque année. Et quand je parle d'enfants, nous traitons même des bébés. Ça veut dire, en d'autres termes, si on ne fait pas, si on essaie de négliger la justice, le résultat, c'est que les bourreaux, ils vont essayer tout ce qu'ils peuvent faire, puisqu'ils savent que ce qu'ils peuvent faire, il n'y a aucune conséquence. La justice ne représente pas seulement un outil de répression des criminels. Je crois que ça, c'est très, très important. Parfois, lorsque nous demandons la justice, il y a ceux qui pensent que, en fait, c'est pour tout simplement réprimer. Mais il faut savoir qu'il est aussi un mode efficace de prévention. La meilleure façon de prévenir, c'est en fait qu'il y ait justice, lutter contre l'impunité. Non seulement la prévention, mais elle assure aussi la non-répétition et garantit l'ordre moral et préserve en fait le contrat social. De plus, dans le cadre de notre approche holistique de prise en charge développée à Panzi, cette approche holistique qui consiste non seulement à soigner les victimes médicalement, et c'est là où nous avions commencé, quand les victimes arrivaient à l'hôpital, on les prenait en charge sur le plan médical. Mais assez rapidement, on avait constaté que les victimes qu'on prenait en charge sur le plan médical ne partaient pas, même si
autorisées de sortir, ces victimes restaient à l'hôpital et développaient plutôt des pathologies tout à fait somatiques. Elles se plaignaient en fait de choses qui n'avaient rien à voir avec la violence sexuelle qu'elles avaient subie. Et progressivement, on a commencé à créer un service de prise en charge psychologique avec des psychologues cliniciens. Et ici, assez rapidement, on s'est rendu compte que physiquement, les femmes se portaient bien, psychologiquement, elles étaient suffisamment fortes pour retourner dans leur village. Mais comment retourner dans un village où elles sont rejetées? Comment retourner dans un village où tout a été brûlé? Économiquement, elles ne sont pas capables en fait, de s'insérer dans une société où elles sont rejetées. Et ici, nous avions créé le troisième pilier de cette prise en charge holistique, qui est la prise en charge socio-économique, donner aux femmes la capacité économique. Et ce que nous avions observé, assez rapidement, les femmes, dès qu'elles devenaient autonomes sur le plan économique, et ça veut dire tout simplement qu'elles étaient capables de manger et nourrir leurs enfants, envoyer leurs enfants à l'école, puisque ça c'est une priorité des femmes chez nous. Elles peuvent tout manquer, mais il faut absolument que les enfants puissent aller à l'école. Et ces femmes, lorsqu'elles avaient l'impression que également elles pouvaient subvenir aux soins de leurs enfants, il y avait une question qui revenait, c'est la question des dignités. Et la justice joue un rôle très très important, car non seulement on a besoin de cette justice, mais on a besoin également de la réparation qui constitue un outil indispensable pour achever en fait le processus de guérison des survivantes et faciliter leur réintégration dans la société. J'ai pu me rendre compte à quel point les femmes venaient, par exemple, et qu'on pouvait leur donner des avocats qui les accompagnaient devant les cours et tribunaux, et assez rapidement, ces femmes savaient très bien qu'aller en justice, elles ne vont rien avoir comme compensation. Mais le fait d'avoir un bout de papier où tout simplement on écrit que madame, vous aviez été victime et le monsieur, il a été condamné pour ce qu'il a fait, ça suffisait. Les femmes revenaient dans le village, brandissaient le papier pour montrer à tout le monde que finalement, mon statut de survivante a été reconnu. Et donc, ceci, c'est pour dire qu'on peut travailler sur le plan médical, mais il y a tout un aspect qu'il faut prendre en charge. Cette prise en charge holistique, c'est amener à ce que les victimes de violences sexuelles soient non seulement reconnues par leur communauté, mais qu'on puisse restaurer leur dignité perdue par ces actes d'atrocité et de barbarie qu'elles subissent. Les victimes ont donc non seulement le droit à des soins de santé de qualité, mais aussi à la vérité et à la justice. Savoir pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi c'est moi, pourquoi il m'a brûlé au niveau de l'appareil génital, pourquoi après m'avoir violé comme si ce n'était pas suffisant, il a tiré sur mon appareil génital, pourquoi il a introduit des produits toxiques ou des produits caustiques au niveau de l'appareil génital. Toutes ces vérités, les femmes exige à ce qu'elle sache. Et c'est seulement au niveau de la justice qu'on peut en fait arriver avec des réponses où le bourreau peut avouer, peut peut-être même présenter ses excuses. Et c'est à ce titre que la Fondation Panzi facilite aux victimes l'accès gratuit à la justice. Donc, mon hôpital, désormais, on ne soigne plus, mais on a compris qu'il y a un autre besoin qui est très très important dans le processus de guérison. Et comme toutes les femmes ne peuvent pas accéder facilement à la justice, nous avons un système qui permet l'accès gratuit à la justice. Nous avons des avocats qui peuvent accompagner ces victimes. Même nous arrivons à soutenir l'organisation d'audiences foraines afin d'encourager une justice de proximité. Ça veut dire que tout simplement, lorsque les viols massifs se sont commis dans un village, nous avons un système qui permet de déplacer toute la cour. Donc les magistrats vont dans ces villages et les bourreaux vont comparaître devant donc les victimes. Et je peux vous dire que sur le plan de soins de ces victimes, ça joue un rôle très très important, puisqu'à ce moment-là, le bourreau
et devant tous les villages et il doit répondre de ses actes devant toute la communauté. Mais il faut aller plus loin pour briser la dynamique de la violence à l'est du Congo, puisque ça, je vous parle de la justice nationale. Il faut une réponse tant de justice congolaise, donc nationale, que de la justice internationale, car les crimes sont congolais, commis par des Congolais, mais aussi par des étrangers, ainsi que les cerveaux qui sont derrière les atrocités dont nous sommes les témoins tristement privilégiés depuis trop longtemps. Et vous le savez très bien, ces crimes sont orchestrés par des cerveaux qui sont tout à fait parfois en dehors de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, le 6 octobre, en 1996, le monde dans lequel j'avais commencé ma vie professionnelle s'était écroulé. Plus de 30 de mes patients et des membres du personnel, des gens avec qui je prenais en charge les malades, à l'hôpital de Lemera dans la province du Sud Kivu, ont été sauvagement massacrés. Les malades à qui j'avais dit, quelques jours avant, ne quittez pas l'hôpital. C'est un lieu où vous pouvez être protégé. Il n'y aura personne qui peut pénétrer dans l'hôpital. On a mis des croix rouges partout pour montrer qu'ici, on prend en charge les malades. Et malheureusement, les malades qui ont suivi cette instruction, j'avais tort. Ils ont été tous massacrés dans leur lit, ainsi que le personnel qui s'occupait de ces malades. Cette date restera pour toujours gravée dans ma mémoire et marque le début en fait des atrocités des masses commises en République démocratique du Congo. Les troupes de l'AFDEL, qui se présentaient comme des libérateurs bizarres puisqu'on ne massacre pas la population qu'on est supposé venir libérer, dirigés par Laurent Désiré Kabila et soutenus par le Rwanda, commencèrent leur marche à travers les pays pour chasser les Hutus. C'était ça le prétexte à l'entrée. Mais en fait, ils avaient une autre idée derrière la tête, c'était mettre fin à l'ère du maréchal Mobutu. Ces crimes odieux commis à l'hôpital de Lemera figurent parmi les 617 autres crimes internationaux répertoriés dans ce que nous appelons les rapports du projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la République démocratique du Congo. Ces rapports, c'est une véritable cartographie des crimes internationaux menée par des experts du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, avaient notamment vocation à explorer des pistes à suivre tant pour les autorités congolaises que pour la communauté internationale afin de répondre aux défis de l'impunité qui minent les efforts de paix et de stabilité en République démocratique du Congo, mais également dans la région des Grands Lacs. Pourtant, malgré ce travail titanesque d'inventaire des crimes les plus graves, malgré divers engagements politiques et plusieurs projets de loi, on en a eu en République démocratique du Congo, on a eu même des promesses des chambres mixtes, malgré la mobilisation des ONG, on a été plusieurs fois à Genève pour essayer de faire bouger les lignes, aucune recommandation du rapport Mapping n'a été mise en œuvre jusqu'à ce jour. Mesdames et messieurs, je voudrais que nous puissions passer ensemble en revue les principaux obstacles à la lutte contre l'impunité et donc la reconstruction de la paix dans cette région. D'abord, il y a le manque de volonté politique des autorités congolaises. Depuis 20 ans, les accords de paix ont systématiquement sacrifié la justice sur l'autel d'une paix dont les dividendes ne sont jamais parvenus à l'est du Congo. Naviguant de crise en crise, politiciens médiateurs ont davantage recherché une stabilité à court terme
au lieu de construire une paix durable. Les accords de paix incluant le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion et des brassages, on nous a parlé aussi des mixages, etc., n'ont fait qu'intégrer l'indiscipline dans les forces de sécurité et de défense et au plus haut sommet de l'État. Le niveau de cruauté a servi plutôt de tremplin à des promotions. Vous pouvez vous imaginer, avant le départ, avant que le président Kabila quitte le pouvoir, il a pris la précaution, en fait, de nommer tous les commandants qui sont sous sanction. C'est eux aujourd'hui qui commandent toutes les régions militaires. Il a pris cette précaution, en fait, c'est pour en quelque sorte montrer que toutes les cruautés que ces commandants ont commis en République démocratique du Congo n'avaient aucune conséquence et au contraire, il fallait le promettre pour ce qu'ils ont fait du mal. Comment voulez-vous que des groupes d'enfants soldats et des miliciens dont le cerveau a été lavé, ces petits kadogos, comme on les appelle, qu'on a appris à tuer, à violer, on leur a appris à faire du mal. Et ces enfants, en fait, ils apprennent ça lorsqu'ils ont 10, 12 ans. C'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes traumatisés. Comment on peut demander à ces enfants traumatisés qui deviennent des protecteurs des personnes, qui deviennent en fait des protecteurs de la loi et de l'intégrité territoriale sans avoir reçu la moindre prise en charge de leur santé mentale? J'ai eu l'occasion de les rencontrer. Ce sont des enfants qui souffrent d'un syndrome post-traumatique évident. Ce sont des enfants, quand vous les voyez, vous voyez très bien qu'ils ont un psychotraumatisme assez grave par rapport à ce que tout simplement ils ont commis. Et à chaque fois, leur mémoire traumatique, quand elle se remet en activité, ce sont des enfants qui commettent jusqu'aujourd'hui des violences extrêmes puisqu'ils n'ont jamais, on ne les a jamais pris en charge pour les aider en fait de sortir de cet état de traumatisme profond. Comment voulez-vous qu'un pays autoproclamé démocratique protège ses citoyens quand il est en réalité gouverné par des anciens chefs rebelles qui ont troqué tout simplement leur uniforme des miliciens par des costumes de luxe? Et ça, c'est une triste vérité de constater que des gens, en fait, qui ont été miliciens, qui n'ont jamais, dans leur vie, n'ont jamais pu faire autre chose que tuer, violer. Du coup, ils changent leurs uniformes, ils mettent un costume et ils deviennent, en fait, des dirigeants de tout un peuple, 80 millions, sous des personnes de ce type. Comment voulez-vous avoir une réelle volonté de rendre justice lorsque les gouvernants d'aujourd'hui sont bien souvent les bourreaux d'hier? Et je crois que devant toutes ces questions, on peut très très bien comprendre qu'il y a une responsabilité de la part de gouvernants congolais qui n'ont jamais voulu faire le moindre vetting pour savoir qui a fait quoi et qu'est-ce qu'il a eu comme conséquence par rapport à ce qu'il a fait pour qu'on puisse confier à cette personne des responsabilités d'État. Ensuite, il y a l'influence des pays voisins qui constitue un autre obstacle de taille face au défi de l'impunité et la consolidation de la paix dans la région des Grands Lacs. La communauté internationale ne s'est malheureusement jamais remise de son échec à prévenir le génocide rwandais. Ce sentiment de culpabilité a rendu de nombreux gouvernements incapables de demander des comptes aux autorités rwandaises pour les exactions commises par son armée sur le sol congolais. Et quand je suis en France, souvent je me dis, la France a beaucoup de choses à dire par rapport à ce qui s'est passé, mais en fait la culture de l'autoflagellation française fait qu'on préfère ne rien dire et considérer que nous avons tort. Mais je pense qu'il faut dire la vérité. Il faut absolument qu'un jour on puisse dire la vérité par rapport à ce qui s'est passé dans cette région. Et en fait, il faut le savoir que la majorité des atrocités commises entre 1996 et 1997, si vous lisez les mapping reports, ont été commises par des soldats de l'armée rwandaise. Mais il n'y a personne qui veut en parler. Je sais que ça comporte un risque, mais je crois qu'il faut risquer. Quand on est un défenseur des droits de l'homme, il faut faire éclater la vérité. Et parfois, on nous parle
l'entraide ou des coopérations judiciaires avec des pays dont les responsables sont impliqués depuis plus de 20 ans dans les campagnes de terreur et de pillage. Je crois qu'il y a des notions qui ne tiennent pas, parce qu'en fait, demander à ce que les gens coopèrent, alors qu'ils tirent bénéfice dans les chaos, je dois dire, congolais, en fait, cette coopération n'arrivera jamais. Le Rwanda a clairement fait chantage, par exemple, à l'époque de la publication du rapport Mapping, proférant la menace de retirer ses troupes des missions de paix des Nations Unies et de l'Union africaine si l'identité seulement des auteurs présumés était divulguée. Et peut-être vous avez tout suivi. En fait, on fait un rapport, et dans le rapport, on enlève tous les noms des auteurs, on met les noms des victimes, on met les locations, là où les atrocités se sont passées, et en fait, on enlève les noms des bourreaux. Ça me paraît tout à fait bizarre. La honte ne doit pas aller vers les victimes, ça devrait aller plutôt vers les bourreaux. Et là, on a un rapport des Nations Unies qui protège en toute évidence l'identité des présumés criminels. Face à ces constats, les victimes congolaises ont eu beaucoup d'espoir que la solution vienne de la communauté internationale. Mais là aussi, hélas, le manque de volonté politique et la réelle politique semblent primer sur le besoin de justice et de vérité. Après l'expérience des tribunaux pénaux internationaux pour le Rwanda et l'ex-Yougoslavie, de nombreux observateurs ont critiqué, et à juste titre, leur caractère partial, ainsi que la lenteur de procédure et leur coût très élevé. On n'en disconvient pas. Mais comment évaluer en argent le besoin de la reconstruction de la paix? Peut-être j'aurai la réponse dans cet auditoire où il y a des experts. Comment calculer la valeur des 6 millions de morts et des déplacés? Aujourd'hui, on compte à peu près 4 millions de Congolais qui sont déplacés. Et dans les conditions de déplacés internes, ces déplacés n'ont aucune aide. Et donc, ce sont des candidats tout simplement à la mort par des maladies naturelles. Et des centaines de milliers de femmes violées. Comment on calcule la valeur de toutes ces barbaries que ces gens ont subies? Comment chiffrer plusieurs générations sacrifiées? Et ici, je crois que parlons le même langage. Lorsqu'une femme est violée, lorsqu'une femme a un enfant issu du viol, il faut savoir que en fait, la transmission va se faire, cette souffrance, ce traumatisme va se transférer sur cet enfant issu du viol qui n'a pas demandé de naître, mais qui se trouve dans une société sans filiation, qui se trouve souvent sans identité, qui sont appelés souvent les enfants génocidaires, lorsque ce sont les réfugiés génocidaires Hutus qui sont responsables du viol, ou on les appelle des enfants serpents, lorsque c'est l'armée patriotique rwandaise qui est responsable, ou enfin on les appelle maï-maï. Et je crois que la vie de ces enfants doit être très très difficile. Comment nous chiffrons en fait les sacrifices de toutes ces générations qui souffrent du fait qu'il n'y a pas de justice? Une fois de plus, la création d'un tribunal international relève malheureusement avant tout d'un mélange de considérations géostratégiques, diplomatiques et politiques. Chacun connaît la vérité. Je ne fais que vous rappeler, mais je pense que plusieurs parmi vous connaissent la vérité, mais le cynisme et le manque de courage politique des leaders de notre monde aujourd'hui ont jusqu'aujourd'hui empêché toute manifestation d'une vérité judiciaire en République démocratique du Congo. Et vous devez déjà le savoir, le Congo, doté de richesses naturelles et minérales exceptionnelles, ressemble tout simplement comme une bijouterie à ciel ouvert et continue d'être un terrain des stratégos dont chaque multinationale cherche à avoir sa part de gâteau. Vous comprendrez aisément que de nombreux acteurs étatiques et non étatiques sont donc enclins à favoriser les statu quo actuels pour poursuivre leurs entreprises commerciales et stratégiques à vocation plutôt criminelle. Certes, des initiatives récentes
de la loi américaine, Frank Dodd d'ailleurs, je crois que cette loi est menacée par l'actuelle administration américaine, et les règlements européens sur les devoirs de diligence pour les chaînes d'approvisionnement des minerais, dont l'entrée en vigueur est prévue en 2021, vont dans la bonne direction. Tous les défenseurs des droits de l'homme se sont battus pour qu'il y ait ces lois, mais il faut quand même que nous reconnaissions tous que ces lois sont insuffisantes, car ces textes ne sont pas contraignants à tous les maillons donc de la chaîne. L'appétit cynique des entreprises multinationales, motivées par des intérêts économiques et financiers, a trouvé donc ses meilleurs partenaires auprès des autorités sans foi ni loi, qui maintiennent un environnement où règne la corruption et l'impunité, laissant la place à l'exploitation plutôt illégale de notre terre, au sacrifice de sa population, qui est souvent acculée à fuir, ou alors ceux qui se résignent, ils acceptent de travailler comme des esclaves modernes pour survivre dans une pauvreté extrême. Et ici, j'ai une expérience triste, mais qui montre qu'il y a quand même des possibilités à faire changer les choses. Depuis, ça fait 3 ans que la Fondation Panzi va chercher des enfants dans les mines. Ce sont des enfants qui sont entre 4 et 10 ans, et que nous amenons dans une école, donc un centre de récupération scolaire. Et je peux vous dire qu'en donnant à ces enfants tout simplement un repas de riz et haricots qui ne coûte pas grand-chose, ces enfants s'accrochent, et même pendant les vacances, ils refusent de retourner dans leur famille. Ils préfèrent venir tous les matins, jouer même s'il n'y a pas classe, mais jouer là, puisqu'ils vont avoir en fait un plat de riz et des haricots. Et je crois que ça, c'est accessible. Malheureusement, c'est une politique délibérée de laisser la population dans une pauvreté extrême. Et je crois que ici, dans ces mines, la condition des femmes est tout simplement inacceptable. Et donc, lorsque nous retirons les enfants et leurs mères qui vivent en fait dans l'esclavage sexuel dans ces mines, on est tout à fait impressionné de constater qu'avec peu de choses, on peut transformer la vie de ces personnes qui sont en fait exposées à une mort à tout moment, soit par des éboulements ou en fait la transmission des maladies sexuellement transmissibles, y compris le VIH-Sida. Mesdames et messieurs, mon pays a toujours été un acteur clé de la globalisation et de la révolution technologique. Du caoutchouc qui a permis l'essor de l'industrie automobile il y a à peu près 100 ans. Mais malheureusement, cet essor n'a pas été sans conséquences. 10 millions de Congolais ont péri dans cette aventure pour que certains aient des véhicules beaucoup plus rapides. On n'en parlait pas. 10 millions de morts. C'est quand même énorme. Si vous lisez Adam Rothschild, vous allez être tout simplement surpris que le monde décide de se taire sur le sort de 10 millions de personnes qui sont en fait amputées. On les ampute les mains et beaucoup ont péri dans cette situation. Après, il y a quand même le passage à l'uranium congolais qui a mis fin à la Deuxième Guerre mondiale et engendré en fait l'ère nucléaire. Et que dire de l'étain, tungstène et tantal, les 3 TS, qui ont révolutionné notre manière de communiquer aujourd'hui. Si nous avons nos laptops, j'ai oublié en fait mon iPhone ou les laptops, nous avons tous besoin de ces moyens de communication. Mais est-ce que nous nous rendons compte les coûts humains de ces objets que nous utilisons? Le Congo est toujours au centre de la modernité et du progrès. Aujourd'hui, le Congo est à nouveau un pays clé de la transition énergétique avec l'essor de voitures et de vélos électriques dont chaque batterie nécessite entre 3 et 15 kg de cobalt. Le Congo est le premier producteur mondial du cobalt.
avec à peu près 60 à 70% des réserves mondiales du cobalt. Allons-nous encore payer de nos vies pour qu'il y ait des voitures électriques? Malheureusement, dans un contexte d'exploitation illégale, la bonne conscience par rapport à la protection de l'environnement, et moi, je protège l'environnement, mais je dois dire que par rapport à la protection de l'environnement et le confort des uns, malheureusement, ça coûte la vie aux autres. Et en fait, des 10 millions pour les caoutchoucs, 6 millions pour nos téléphones mobiles, nos téléphones portables, allons-nous accepter encore des pertes en vies humaines pour avoir des voitures électriques et se donner la bonne conscience d'avoir un environnement propre? En effet, ce progrès n'a jamais été ni propre ni partagé. Ça, il faut que ça soit clair. Ni propre ni partagé. Il y a ceux qui payent trop cher pour que d'autres aient une conscience tranquille. Nos ressources qui permettent des avancées en Europe et dans le reste du monde n'ont jamais entraîné le développement des communautés locales où sont extraites ces matières premières et n'ont jamais profité à la population congolaise, hormis quelques dirigeants et hommes d'affaires avides d'argent, sans scrupules, qui en fait ne pensent qu'à eux-mêmes. Au contraire, ces ressources minières sont une réelle source de problèmes pour nos populations. Il s'agit de l'une des causes profondes des conflits récurrents et des violations des droits humains, telles les violences sexuelles à grande échelle, dont nous réparons les conséquences à l'hôpital de Panzi sur, hélas, déjà la deuxième génération des victimes. Mesdames et messieurs, je l'ai exprimé dans le cadre de mon discours prononcé à Oslo le 10 décembre 2018. Comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? Et qu'attend le monde pour que les rapports mapping soient pris en compte? Mesdames et messieurs, ayons le courage d'exiger à ce que les noms des auteurs des crimes contre l'humanité, les noms de ces auteurs puissent être connus pour éviter qu'ils continuent d'endeuiller cette région martyre. Nous gardons l'espoir que la justice soit rendue un jour en République démocratique du Congo pour tous ces crimes impunis. Et ici, il faut le rappeler, ces crimes sont imprescriptibles. Donc même si on s'est tait, même si aujourd'hui nous manquons le courage de pouvoir en fait dénoncer et demander justice, ce sont des crimes imprescriptibles. Donc un jour, peut-être nos enfants ou nos petits-enfants demanderont à l'humanité qu'est-ce qui s'est passé par rapport à tous ces millions de morts. Mais nous espérons une bonne administration de la justice nécessite avant tout des institutions légitimes, indépendantes et impartiales. Ceux d'entre vous qui ont suivi le récent processus électoral en République démocratique du Congo, reporté pendant plus de 2 ans suite à de diverses manœuvres dilatoires, auront compris que nos institutions ont perdu toute indépendance et crédibilité et sont à l'origine d'une nouvelle crise de légitimité mettant en péril la cohésion nationale et les acquis de la genèse de la démocratie au Congo depuis 15 ans où on espérait, avec une constitution, on se disait, ça y est, cette constitution, elle est solide, nous espérons pouvoir aller sur le chemin de la paix. Le pays est dans une impasse à court terme, mais nous restons convaincus que le chemin de la paix existe. Tous les Congolais, quand vous posez la question à toutes les femmes qui sont à Panzi, dans la rue, tout le monde va vous répondre, il y a la possibilité d'avoir la paix.
Il sera toujours notre rêve. Et nous allons continuer à nous battre pour qu'un jour le Congo soit non seulement libre, mais qu'il règne la paix en République démocratique du Congo. Avec le nouveau président, cet espoir renaît. Nous espérons que la mise en place des institutions vont permettre à ce que le nouveau président puisse en fait répondre à ces rêves de plusieurs Congolais. Nous voulons nous occuper plutôt des femmes qui viennent pour accoucher. Et vous imaginez, j'étais formé comme gynécologue obstétricien, j'étais formé pour accoucher, j'étais formé pour aider les femmes à en fait avoir des enfants dans de bonnes conditions. Et aujourd'hui, mon travail s'est réduit, je n'aime pas ces termes, réparer, mais soigner les femmes qui sont plutôt détruites par tout simplement la bêtise humaine. Nous ne voulons plus continuer à faire ce travail. Nous voulons que nous puissions revenir à donner aux femmes une sécurité obstétricale, qu'elles puissent accoucher dans des conditions normales. Imaginez-vous, vous êtes ici en France, quand j'ai fait mes études à Angers, je n'avais jamais vu une femme mourir au cours de l'accouchement. Jamais, je n'ai jamais vu ça. Mais en République démocratique du Congo, nous sommes encore dans des endroits où les femmes, quand elles vont accoucher, elles font leur testament puisqu'elles ne sont pas certaines de pouvoir donc retourner vivantes. Allons-nous continuer à accepter des choses comme ça? Et pendant que ces femmes sont en train de mourir, nous sommes en train de nous occuper à soigner la bêtise humaine. Nous gardons la foi et l'espoir car nous savons que des solutions existent. Et je pense que si le monde veut que ça arrête en République démocratique du Congo, si les Congolais décident de mettre fin à cette situation, il est possible que tout ça puisse être arrêté. Il est temps que les États occidentaux dressent une ligne rouge contre l'usage du viol comme arme de guerre et appliquent des mesures fortes contre les instigateurs de l'instabilité dans la région des Grands Lacs. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est faisable. D'appliquer, par exemple, en refusant les visas, tout simplement, en bloquant leurs comptes bancaires, sachant que c'est de l'argent du peuple qui est volé, placé dans des banques ici. Je crois qu'il y a des possibilités de pouvoir faire arrêter ce sang qui coule depuis plus de 20 ans. Il est temps que les efforts de maintien de la paix exploitent pleinement leur mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies pour protéger les civils, utiliser tous les moyens nécessaires pour éliminer les capacités de nuisance des groupes armés non étatiques et imposer la paix. Nous avons la mission des Nations Unies la plus importante qui coûte plus d'1 milliard de dollars chaque année. Et pendant 20 ans, qu'on puisse nous expliquer que des hommes qui se battent avec des machettes et des gourdins et des choses comme ça, qu'on n'est pas capable de pouvoir mettre fin à ce type. Je crois que je dois apporter votre attention. Le conflit en République démocratique du Congo, ce n'est pas une guerre entre des ethnies, puisque quand on l'écoute de très loin, on se dit « Ah, en Afrique, pourquoi ils aiment bien se battre ?» Ce n'est pas ça. Ce ne sont pas des ethnies qui se battent en République démocratique du Congo. Ce n'est pas des fanatiques religieux non plus, où on peut penser qu'il y a une idéologie en fait religieuse qui fait que les gens ils sont accrochés à une idéologie et qui se battent à cause d'une idéologie. Ce n'est pas ça. Officiellement, si vous allez sur le terrain, les pays vont vous dire, les pays voisins vont dire « Ah non, nous on ne sait pas ce qui se passe en République démocratique du Congo, allez poser la question. » Donc ce n'est pas non plus un conflit entre les États. Et vous, spécialistes en conflit, vous allez me poser la question, c'est quel type de conflit si tout ça, ça n'existait pas. En fait, la réalité, c'est que c'est un conflit qui est tout simplement, qui est entretenu par des groupes armés. Souvent, ces groupes armés sont en connexion avec parfois des autorités de la République démocratique du Congo ou à l'extérieur pour les groupes armés étrangers et qui entretiennent en fait ce chaos. Et tout le monde le connaît. Il est temps que donc les femmes soient pleinement aussi associées à la prévention et à la résolution des conflits et qu'elles aient leur place à la table des négociations de paix pour pleinement participer à la reconstruction du pays. 20 ans de conflits,
Prenez les rapports, vous allez trouver que les femmes ne participent pas alors que nous avons la résolution 1325, mais les femmes ne participent presque pas. Lorsqu'elles participent, c'est pour être la secrétaire d'un ministre ou de quelqu'un qui est dans la négociation. Il faut appliquer les lois que nous avons, c'est la seule façon de pouvoir progresser. Il est temps également que la Cour pénale internationale poursuive les crimes les plus graves censés choquer la conscience de l'humanité et installer des chambres spécialisées mixtes pour les crimes internationaux commis avant l'entrée en vigueur du statut de Rome. Il est temps d'exploiter tous les conflits, tous les outils de la justice transitionnelle. Et ici, lorsque nous parlons de la justice transitionnelle, en premier lieu, une profonde réforme du secteur de la sécurité s'impose, incluant non seulement la police, l'armée et les services de renseignement, mais aussi les secteurs de la justice et de l'administration pénitentiaire. Vous aviez appris, juste il y a une semaine, l'évasion en fait, des présumés criminels des agents des Nations Unies dans une prison, un procès qui est suivi par tout le monde, allait comprendre que les prévenus ont pu s'évader. Et donc, avec des situations comme ça, effectivement, pour la population locale, elle n'arrive plus à poser plainte, puisque vous posez plainte, on arrête le coupable, 2 jours après, il s'évade et ils viennent vous attaquer. Cet assainissement est indispensable pour assurer la protection des personnes, des biens, du territoire et la sécurité tant physique que juridique. Ensuite, après des décennies de mensonges, il s'agit de faire la lumière sur les 6 millions de morts et les centaines de victimes de violences sexuelles de ces dernières décennies. Nous invitons enfin les autorités de la République démocratique du Congo à s'engager dans des mécanismes d'établissement de la vérité. Nous pensons notamment à la révision des manuels scolaires pour sortir les générations futures de cette logique de manipulation et de déni et à l'édification des mémoriaux sur les fosses communes où les vies de nos sœurs et nos frères ont été fauchées par la barbarie humaine. Vous passez dans les rues de Kinshasa, de Lubumbashi, de Bukavu, de Kisangani, il n'y a aucun signe qu'il y a 6 millions de morts. On peut vous indiquer éventuellement, là il y a une fosse commune avec 50 personnes. Nous sommes le seul pays, peut-être avec Pol Pot, peut-être, où les femmes ont été enterrées vivantes. C'est connu, le lieu est connu, leurs enfants sont connus, leurs maris sont connus. Et en fait, il n'y a rien pour dire, avoir des signes mémoriels pour dire plus jamais ça. Ça existe, mais en fait, nous avons besoin qu'il y ait des constructions en fait, de ces signes symboliques pour permettre à ce que les générations à venir ne puissent plus vivre la même chose. De nombreuses survivantes réclament cette mesure symbolique, gratuite, mais cruciale en termes de reconnaissance de leur statut de victime. Ces mesures symboliques ou mémorielles plutôt, devront être accompagnées par des mécanismes de réparation individuelle et collective pour les communautés affectées, pour que la société puisse en fait reconnaître ses erreurs, éviter de les répéter et s'engager une bonne fois pour toutes sur le chemin de la réconciliation et de la cohésion sociale. Je vous remercie. Merci. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix.
Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation?